15h, merci d'être avec nous sur BFM Business. On est ensemble côté. Voilà pour le panorama de cette séance. On va parler de tous ces sujets avec Jean-François Bec qui nous accompagne pour cette première demi-heure. Directeur avec nous en duplex, chef analyste chez Euro. Effectivement, alors l'écart de taux entre la France et l'Allemagne qu'on regarde, mais on le voit aussi sur le marché action. Alors ça joue très peu pour l'instant sur la partie action, mais oui, le CAC 40 est un peu en retard, notamment par rapport au DAX là aussi, puisque l'indice allemand progresse de 0,5-0,6%, alors que le CAC 40 ne fait rien cet après-midi, autour de 4860 points. Jean-François Bec, comment est-ce que vous regardez cette situation politique en France, notamment? On peut parler de l'Italie, de la Grèce ou d'autres pays en Europe. Enfin voilà, chaque calendrier est en train d'être analysé par les investisseurs. Mais c'est vrai que la France, tient une bonne place dans l'attention qui est accordée aux investisseurs sur ce risque politique en Europe. Oui, tout à fait. C'est le risque politique qui vient mettre une chape de plomb sur les marchés. Ouais. On le voit bien, taux et actions, alors même que les fondamentaux sont plutôt positifs et donc on a cette schizophrénie des marchés qui est entretenue et qui fait que les marchés bougent pas. Ça fait rien aujourd'hui, ça fait rien depuis une semaine, ça fait rien depuis un mois, ça fait rien depuis le début de l'année. On est un petit peu en céphalogramme plat à cause de ce risque politique. On a deux forces qui s'opposent. Qu'est-ce que vous mettez dans la case positive justement là, qui vient contrer un peu le risque politique, voilà, qui permet au marché de tenir d'une certaine manière si on regarde les choses du côté du verre à moitié plein. Voilà, le verre à moitié plein. Il faut parler de la macro et de la micro. Ouais. La macro, c'est la Commission européenne qui félicite la France, qui anticipe une croissance de 1,4% en 2017, après 1,2% en 2016. On parle justement d'une consommation des ménages et des investissements productifs. On parle d'un taux d'endettement, un déficit qui passera en dessous des 3% en 2017. Donc on voit une dynamique, 15 trimestres de croissance positive sur l'Europe. Donc on a une dynamique qui s'accélère, qui est même passée devant les États-Unis si on regarde 2016. Une inflation qui passe à 1,7%. On a encore eu ce matin d'ailleurs l'inflation mois après mois sur les prix à la production en Allemagne, plus 2,4%. Donc on se dit tiens, 2%, c'est un peu un chiffre symbolique cher à Mario Draghi. L'Allemagne et les prix à la production repartent à 2,4%. Et juste les prix à la production, on peut expliquer, parce que nous on regarde beaucoup les prix à la consommation, ce qu'on paye dans notre panier de consommateurs, mais les prix à la production, les prix de gros sortis d'usine, on peut faire un lien direct, c'est souvent un indicateur un peu avancé de ce que sera l'inflation au final dans les rayons des supermarchés. Exactement. Après un certain moment de latence, on aura les prix en rayon dans le détail. Et effectivement, c'est relayé par les indicateurs microéconomiques. Vous avez vu la semaine dernière des bons indicateurs sur les résultats d'entreprise, Danone, Capgemini, Valeo, Air Liquide. Et puis des opérations de M&A, de fusion-acquisition. Et puis aux États-Unis aussi, les résultats des entreprises. Je crois que c'est 70% des résultats qui sont supérieurs aux attentes, avec une croissance des bénéfices de plus de 5%. Donc on voit que tout ça devrait entraîner une hausse des marchés. D'ailleurs, hausse des marchés qui est valable sur les autres places internationales en dehors de la France et de la zone euro. On est clairement en positif sur les marchés émergents, sur les États-Unis, sur l'Asie, sur le Japon. Il n'y a que la zone euro qui est clairement encore à l'arrêt et à la traîne. Et c'est parfois des écarts, parce que on n'a même pas 2 mois de bourse sur 2017, mais c'est parfois des écarts importants qui se sont creusés en quelques semaines. Vous disiez les actions européennes, effectivement, c'est grosso modo du 0,0 plus au mieux, mais sur les émergents, là, vous faites le bilan depuis le 1er janvier, actions marché émergent de manière un peu générale, un peu globale, c'est déjà du plus 7%. C'est ça, plus 7%. Je rentre pas dans le détail du Brésil, Russie, etc. Mais pris dans leur ensemble. La catégorie Morningstar marché émergent, c'est plus 7%. La catégorie action US, c'est plus 5%. Alors il y a un effet devise aussi qui joue quand on est investisseur français. La catégorie action Japon, c'est plus 4, Asie plus 4, etc. Donc et puis la zone euro, on l'a dit, à la traîne. Donc on voit effectivement que c'est plutôt la zone euro qui est en crise, j'allais dire, ou qui est au cœur du cyclone. On a aussi l'effet collecte chez Morningstar. Ça collecte beaucoup sur les actions. On a un peu cette grande rotation. Amérique, émergent, Japon, mais pas zone euro. La zone euro ne collecte pas du tout. Donc les investisseurs internationaux, toujours très frileux par rapport à la zone euro. Pourquoi ? On va reparler malheureusement du verre à moitié vide. C'est d'une part les politiques qui est à 3 mois d'avance. En fait, on avait anticipé un risque politique avril-mai, pas de bol, c'est février. Le risque politique, c'est surtout la France. La France qui est au cœur des inquiétudes. Pourquoi ? Parce que on a les sondages, on voit le Front National monter. On pouvait se dire, il y a encore quelques temps,
Bon, 25-26% d'anticipation sur le Front National au premier tour. Bon, peut-être il y a forte chance que Marine Le Pen soit au second tour. Oui, mais c'était voilà, ces 25%, c'était perçu comme son socle, mais en même temps, c'était aussi son plafond de verre jusqu'à présent. Alors, on a des sondages qui montrent qu'au second tour, les chiffres se rapprochent et on est dans un 45-55, ce qui veut dire que elle n'est pas élue. Mais le candidat qui serait élu en position de faiblesse, puisque là, vous n'êtes plus à un 80-20 comme on avait post-21 avril avec Le Pen contre Chirac. Là, on aurait un 45-55 qui fragiliserait naturellement le nouveau président. Macron un peu plus fort quand il est testé face à Marine Le Pen au second tour, Fillon un peu plus faible, mais on est grosso modo effectivement dans cette idée-là. Et les investisseurs internationaux s'inquiètent aussi des législatives. C'est-à-dire qu'après une élection d'un Macron, d'un Fillon, d'un Hamon, quid des législatives? Qui sera député dans l'Assemblée avec une position de faiblesse sur le PS? On le voit qu'ils sont plutôt déchirés à gauche. On voit un Macron qui n'a pas vraiment de parti, donc difficile de rassembler, d'avoir des députés, et un Fillon qui est aussi en pleine crise, donc il n'y a pas un raz-de-marée, on n'attend pas un raz-de-marée aux députés de la part de la droite et du centre. Et donc là encore, un risque d'une France ingouvernable, en fait, avec un président un peu faible. Et c'est ce qui inquiète les marchés sur les taux d'intérêt, sur les actions. On a aussi le cas de la Grèce aujourd'hui. Oui, on peut parler de la Grèce ou d'autres pays. L'Italie aussi, qui est un gros dossier en Europe, puisque pour le coup, l'Italie, en plus, en termes macroéconomiques, est un pays fragile. Il y a l'Allemagne qui va très bien, la France qui va peut-être un peu moins bien que l'Allemagne, mais il y a encore pire, et c'est l'Italie. Mais juste encore un mot sur la France. Est-ce que le marché, parce qu'on voit bien le marché réagir quasiment à la seconde ou à la minute, quand un dernier sondage est paru encore une fois à la mi-journée, le sondage OpinionWay qui donne Marine Le Pen gagnant quelques points encore au second tour, notamment, même si elle reste battue face à Emmanuel Macron ou François Fillon, mais on la voit qui progresse au-delà de 40% d'intention de vote au second tour, et les marchés qui réagissent immédiatement. Est-ce qu'on retombe dans le piège d'accorder encore trop d'importance au sondage? Et on sait qu'on s'est trompé sur le Brexit, on s'est trompé sur Trump, les sondages se sont trompés, et les marchés aussi d'une certaine manière sur alors le référendum italien, c'était peut-être un cas un peu différent, mais est-ce que oui, sur l'élection française, au regard du recul qu'on peut avoir, des candidats qu'on connaît, ceux qu'on connaît moins, est-ce que oui, c'est normal que le marché accorde encore autant d'importance que ça à ces sondages? On n'a pas d'autre chose à quoi se fier. En fait. Je pense que c'est pas lié seulement au sondage, c'est lié à la fragilité des autres candidats, gauche, droite ou centre, qui amènent une certaine crédibilité au Front National, et donc même s'il n'y a pas élection au niveau présidentiel, une sorte un peu de France ingouvernable, d'éclatement en fait des différents partis. On voit bien, c'est 25, donc on a 4 grands partis à 25%, et ça nous donne un petit peu une situation italienne, que ce soit sur les taux, que ce soit sur les actions. C'est ce qui est ressenti par les investisseurs internationaux en disant attention, la France, il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a tout un paysage, un panorama politique qui est en train de se reconstituer et qui n'est pas forcément positif. C'est pas un momentum qui est forcément positif pour le paysage français, et donc derrière les conséquences économiques. Donc c'est plutôt ça en fait qu'on est en train de vivre en ce moment. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous le mettiez en opposition effectivement, et on a dans la colonne plus le verre à moitié plein, la macroéconomie, les résultats d'entreprise qui vont bien, et on verra sans doute encore demain la confirmation que la zone euro est sur les rails. On va avoir les premières estimations des grandes enquêtes PMI pour le mois de février, donc le climat des entreprises, le climat des directeurs d'achat précisément, mesuré par l'Institut Markit. On verra ce que ça donne. Mais est-ce qu'à un moment, ce soutien macro notamment, est-ce qu'il pourrait en prendre un petit coup avec l'incertitude justement créée par ce calendrier électoral, créée par ce risque politique? Est-ce qu'à un moment on pourrait avoir cette macro qui faiblirait, et là une véritable inquiétude des marchés par rapport aux conséquences de ces incertitudes politiques? Alors je pense que l'incertitude macro et la tendance est un peu trop tard, parce que avril-mai c'est trop tard. On ne va pas rechanger complètement soit le taux de chômage, soit la croissance en 2 mois. Donc c'est bien installé. Par contre, la schizophrénie vient du fait qu'on est sorti de crise. On a des bonnes nouvelles, le taux de chômage baisse, la croissance augmente, le déficit est passé en dessous de 3%. On devrait se réjouir, alléluia, et les médias devraient sonner les louanges de ce type de dynamique. Et malgré tout,
la politique a tendance plutôt à craindre le chaos, parler des mauvaises nouvelles, et c'est d'ailleurs un petit peu une sorte de pollution de ce qu'on a connu avec Trump, c'est-à-dire qu'on a tendance un petit peu à se faire peur, à parler des grands risques, en oubliant un petit peu la dynamique. Donc les Français sont sortis de la crise, mais ils ne le savent pas encore, et se focalisent un petit peu trop sur le rétroviseur, et c'est un petit peu ça qui rattrape les politiques en ce moment, et on l'a déjà évoqué ensemble, le politique vient reprendre ses droits sur la macroéconomie ou sur la microéconomie. C'est ce qui sera décisif pour les années futures. C'est ça, enfin, ouais, effectivement. L'année 2017, du point de vue politique en Europe, sera décisif pour l'avenir de l'Europe et nos petits-enfants. Et l'avenir de la zone euro pour les prochaines années. Yannick Lopez est avec nous par téléphone, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Yannick, bonjour et bienvenue. On a ces échéances électorales en Europe. Oui, il y a deux situations internationales qui viennent renchérir, nourrir cette crise et la politique en France. C'est la crise en zone euro et la crise grecque, où les extrêmes et Marine Le Pen sont ravis, on le rapporte sur un plateau, des critiques en fait sur la zone euro, la montée anti-euro. La montée anti-euro et la capacité à l'Allemagne de mettre la tête sous l'eau d'un pays déjà en difficulté. Alors c'est vrai pour Mélenchon et c'est vrai aussi pour Le Pen. Et d'autre part Trump qui vient affaiblir, qui vient nourrir et qui, partie prenante du FMI indirectement, parce que les États-Unis c'est la première puissance économique, c'est le premier contributeur, pourrait aussi jouer la politique du peut-être tweeter sur l'Allemagne, tweeter sur le dossier via le FMI. Justement, en fait, envenimer un peu la situation. Donc on a un peu ces deux situations qui viennent alimenter en fait le feu et la crise politique en France, en fait. C'est ça, il y a le problème de l'intérieur de la zone euro et puis l'extérieur qui peut venir se mêler effectivement de nos affaires. Un mot d'ailleurs peut-être au passage de la Grèce, Yannick, on en est où? Parce que là on a à nouveau toutes les déclarations qui sont en train de sortir puisque l'Eurogroupe se tient après-midi à cette heure. Une fois qu'on a dit tout ça, Jean-François Bay, je me tourne vers vous pour un mot de conclusion, directeur général de Morningstar. Qu'est-ce qu'on fait? Vous me montriez tout à l'heure en début d'intervention. Oui, l'Europe est délaissée par les investisseurs. On a ces risques politiques qui se matérialisent sur le marché de taux, les actions qui ne font rien. Il faut pas lutter contre cette chape de plomb qu'on a aujourd'hui en Europe. Il faut aller chercher ailleurs. Il y a une chose dont on est sûr dans ce monde d'incertitude, c'est que les marchés en zone euro seront plombés jusqu'au mois de mai-juin. Ils ne feront rien, puisque là, on voit bien, ça y est, c'est parti. La chape de pompe politique sera visible et présente jusqu'au mois de mai-juin, jusqu'aux élections françaises. Les investisseurs internationaux ne reviendront pas de sitôt. Donc voilà, ça, c'est la certitude. La deuxième certitude, c'est que les taux en zone euro vont bouger. Et donc, il faut continuer à éviter les taux en zone euro. On en avait parlé, c'est la catégorie Morningstar qui est dans le rouge et qui perd le plus d'argent depuis le début de l'année. Donc on a bien fait d'éviter. La troisième chose, c'est investissements internationaux avant tout, ne serait-ce que pour profiter de l'effet devise qui peut aider. Et puis le quatrième chose, on avait parlé de l'or, enfin pour les plus prudents peut-être de se protéger en plus des investissements internationaux sur ce type de placement contracyclique qui peut aider. Donc regardez ce type de placement un peu alternatif. L'or qui connaît un très bon début d'année, on peut le dire, qui peut gagner autour de 7% encore. On est toujours autour des $1240 l'once d'or cet après-midi. Merci beaucoup messieurs. Jean-François Bay qui nous accompagnait pour cette première demi-heure, directeur général de Morningstar. Bientôt